C'est bon. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes pour l'instant 5 participants. Nous allons démarrer du coup dans quelques secondes pour attendre que le plus grand nombre de participants soit en ligne. Ah, c'est monté à 47. On avait 200 inscrits ce matin, donc on va démarrer la conférence dans quelques secondes. Ouais, nous avons 47 personnes en ligne. On va laisser les quelques minutes pour que les retardataires nous rejoignent. À tous que nous démarrons dans 1 minute maintenant pour la conférence. Voilà, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette conférence. Merci beaucoup pour votre participation. Je vois que le taux de participation augmente seconde après seconde, donc les gens vont monter à bord en route. Donc il s'agit de la première édition du sommet virtuel du climat et cette conférence vous est présentée par Boris Bailly, moi-même, je suis directeur d'ICANN Consult. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur ce premier sommet. C'est donc un événement 100% en ligne et donc qui, comme tout premier événement, essuie aussi un peu les plâtres. Et donc, si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les indiquer sur le chat pour qu'on tente de les résoudre au fur et à mesure. C'est un événement qui organise 31 webconférences et un salon virtuel qui aura lieu le dernier jour et qui est initié et coordonné par l'APCC, l'association des professionnels en conseil carbone, coporté par l'ADEME, l'ABC, la Fédération Sinov et le CEREMA. Et son objectif, c'est de diffuser un maximum d'expertise et de retour d'expérience sur le domaine du changement climatique. Et donc, quel que soit votre niveau d'engagement et d'avancement, l'idée c'est que chacun puisse trouver des réponses à ces questions et à ces problématiques. Donc,
On remercie également l'ensemble des sponsors et partenaires que vous voyez ici pour leur soutien. Donc je ne vais pas citer pour euh, prendre le plus de temps possible et laisser la parole aux conférenciers. Mais vous voyez il y a une belle un grand nombre de partenaires qui s'est associé à cette conférence. Le support qui vous est projeté aujourd'hui est téléchargeable depuis la salle virtuelle dès le début de cette conférence et il le sera évidemment également en replay pour ceux qui veulent revoir ou retélécharger cette conférence. Voilà, on va donc dérouler cette présentation de manière, je dirais, descendante avec une petite introduction de ma part, puis une présentation de Philippe Quirion et Pierrick Yalamas. Et puis ensuite, on aura un temps d'échange qui sera à peu près organisé autour de 3h moins 10, 3h, dans lequel vous pourrez du coup poser vos questions via le chat. Donc je me représente, je suis Boris Bailly, je suis directeur associé d'Iker & Consult. Je suis très honoré de conduire cette conférence donc qui porte sur les bénéfices de la transition à l'échelle territoriale. Et pour introduire un peu le propos, puisqu'on va avoir ensuite deux retours d'expérience par Philippe Quirion et Pierrick Yalamas, quelques mots d'introduction sur ce sujet qui pour nous, pour Iker, donc cabinet de conseil en environnement, est un sujet qui est clé dans la manière dont les acteurs peuvent s'emparer de la transition, et en particulier les acteurs qui ne sont pas des acteurs qui opèrent la transition. Ce qu'on constate, c'est que il y a énormément d'études et de travaux qui ont été lancés ces dernières années pour considérer l'impact, les co-bénéfices, mais également potentiellement les dommages des politiques de transition, qu'elles soient énergie, climat, mais également économie circulaire plus récemment, et l'impact sur l'emploi en particulier, des politiques en général, n'est pourtant pas toujours abordé de la bonne manière. Donc il y a un enjeu qui pour nous est de taille, c'est de passer de Roquelaure à Bercy, donc en gros du ministère de l'Environnement au ministère des Finances, pour réussir à parler non pas uniquement à nos interlocuteurs classiques que sont les directeurs environnement, les vice-présidents environnement, les directeurs développement durable, etc., qui certes ont une place de plus en plus importante dans les organisations, mais pour réussir également à parler aux directeurs stratégie, aux directeurs finances, etc. Et donc, parce que les questions économiques et financières, en particulier emploi, restent au premier rang des préoccupations. Donc, c'est la raison pour laquelle ce sujet-là d'analyse de l'impact économique et financier des questions des politiques de transition est particulièrement crucial. Donc, les économistes ont créé des outils, des méthodes depuis de nombreuses années pour aborder ces questions-là. L'application de ces méthodes à l'environnement est relativement récent, et donc on constate depuis plusieurs années que des travaux, des méthodes, des outils ont été proposés pour estimer ces politiques, ces gains économiques des politiques de transition. Et ce qu'on constate également, notamment avec la place que peuvent prendre les planifications énergie-climat à l'échelle territoriale, c'est que ce besoin est de plus en plus aigu au niveau territorial. En atteste notamment quelques travaux, alors que nous, Iker, avons conduit ces dernières années, mais on sait évidemment que d'autres travaux ont été conduits par d'autres territoires. Typiquement en Occitanie, un travail a été mené donc par Iker et l'OFCE sur de modélisation macroéconomique du scénario REPOS pour estimer
l'impact macroéconomique sur les valeurs ajoutées, l'emploi, de la mise en place de ce scénario REPOSE, donc région à énergie positive, qui à 2050 vise un territoire qui consomme moins d'énergie qu'il n'en produit. Et cette étude, elle a eu pour particularité de démontrer que l'impact à long terme de la politique de transition était positif globalement sur l'emploi, négatif sur certains secteurs, ce qu'on peut voir sur le graphique, qu'on peut deviner sur le graphique de droite, notamment dans le domaine des transports, par exemple, routiers. Alors, d'une part, par le fait que les politiques de transition vont générer des investissements massifs à court moyen terme, et donc ces investissements vont un peu naturellement générer des emplois. Mais dans un deuxième temps, l'effet sur l'emploi le plus majeur est lié au fait que la réduction de facture énergétique du territoire pour l'ensemble des acteurs, entreprises, collectivités, etc., va significativement baisser. Et cette réduction de facture est considérée comme une augmentation de revenus qui va être réinjectée dans l'économie locale. Et la structure de dépenses des ménages, des acteurs économiques étant globalement plus servicielle que industrielle, eh bien on a un effet positif sur l'emploi local. Donc on a cet effet-là en Occitanie, en Corse, territoire particulier qui a l'obligation de réaliser une programmation pluriannuelle de l'énergie. La Corse a une obligation de mettre en place une analyse de l'impact emploi et des besoins en formation de cette PPE. Donc il y a un travail en cours en Corse un peu spécifique. Et puis en Grand Est et en Hauts-de-France, des travaux sont actuellement conduits sur l'impact économique de la mise en place côté Grand Est du PRPGD, donc du plan de réduction et de prévention et de gestion des déchets, et en Haute-France sur l'économie circulaire. Donc là, on voit bien que on aborde d'autres sujets encore que ceux de l'énergie et du climat, et qui sont particulièrement aussi importants en termes de transformation du territoire. D'autres acteurs avec lesquels on collabore et avec beaucoup de plaisir ont développé des outils et des travaux. C'est le cas d'Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement qui a développé un outil qui s'appelle Terristory que Pierrick Yalamas, donc qui est directeur performance territoriale et observatoire à Auvergne-Rhône-Alpes Environnement, va vous présenter. Et puis le CIRED, le réseau Action Climat, et l'ADEME ont développé un outil qui s'intitule TET et qui va vous être présenté tout de suite par Philippe Quirion, donc directeur de recherche au CNRS. J'en profite, Pierrick et Philippe, pour vous remercier chaleureusement pour le temps de préparation et votre intervention, vos interventions respectives. Et donc je vais vous passer la parole tout de suite. Donc il y a une toute petite manip à mettre en œuvre. Je remercie aussi Tom Nico qui est à mes côtés, qui a beaucoup travaillé sur cette conférence. Et donc Philippe, je te passe la parole. Donc de notre côté, on va couper et le micro et la caméra. Bien, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Je suppose que oui, moi je n'entends plus personne, hein, et je ne sais pas pourquoi. Le cadrage est un peu étrange. Et je n'ai plus non plus, alors je ne vois plus les flèches pour passer à la diapo suivante. Ça c'est plus ennuyeux. Ah voilà. Ok. Ah, on est revenu au départ. Excusez-moi. Ah, non, c'est là qui va trop vite. Bien. Donc, voilà, je vais vous présenter l'outil TET, ce qui signifie Transition écologique, territoire, emploi. Un outil donc qui est la propriété de l'ADEME et du réseau Action Climat, dont j'ai développé la partie technique. Comme le disait Boris, moi je suis chercheur CNRS au CIRED. Alors, l'objectif de l'outil TET, c'est d'estimer l'effet sur l'emploi d'un scénario énergie-climat. Ceci sur la période 2018-2050 au maximum. On peut très bien s'arrêter avant. Il fournit les résultats sur l'emploi en France
Donc là, c'est sur la France métropolitaine uniquement. Et si on le souhaite, il peut aussi fournir les résultats à un niveau infranational, donc qui peut être une région, un département ou un ensemble de communes. Les emplois qui sont quantifiés, ce sont à la fois les emplois directs et les emplois indirects. Les emplois directs sont définis comme ceux qui se situent dans les branches auxquelles s'adresse la demande. Par exemple, si on achète une voiture, on va créer des emplois dans la branche automobile. Les emplois indirects, ce sont les emplois chez les fournisseurs et chez les fournisseurs des fournisseurs, etc. à l'infini. Pour regarder le même exemple, si on achète une voiture, l'industrie automobile va acheter de l'acier, va aussi se fournir chez les équipementiers automobiles qui eux-mêmes vont acheter à la branche plastique et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle emploi indirect. Donc TET vise à comptabiliser les emplois directs et indirects, mais pas ce qu'on appelle les effets induits. Alors, les effets induits, c'est quoi? C'est en fait tout le reste. Il y a plusieurs définitions des effets induits, mais alors parfois on parle par exemple des emplois générés par les achats des salariés. Les salariés de la branche automobile vont quand ils vont faire leurs courses, ils créent aussi des emplois. Après, il y a d'autres définitions des effets induits. Et ça, ce sont des effets qui sont typiquement pris en compte par les modèles macroéconomiques. Donc tout ça n'est pas pris en compte ici. En fait, on a toujours un arbitrage à faire dans ce domaine entre la simplicité et la transparence de l'approche, d'une part, et puis d'autre part, le fait qu'on soit aussi complet que possible quant aux mécanismes économiques pris en compte. Donc, ici, on a choisi d'avoir un périmètre de mécanismes, enfin un nombre de mécanismes assez limité, mais en restant autant que possible simple et transparent. Tout est relatif, mais même si ce qu'il y a dans l'outil TED peut paraître compliqué, croyez-moi, ça l'est beaucoup moins que ce qu'il y a dans les modèles macroéconomiques. Donc c'est un outil qui a été développé avec Excel et qui est téléchargeable gratuitement sur le lien que vous voyez ici. Alors Excel n'est pas un logiciel libre, mais ça fonctionne aussi avec OpenOffice. Il y a une version compatible sur le site. Pour utiliser cet outil, il n'y a aucun besoin d'avoir une formation en économie. En revanche, il faut être capable au moins de lire, de comprendre un scénario énergie-climat. L'outil ne sert pas à créer un tel scénario. Ce scénario doit être préexistant, mais il y aura forcément des ajustements à faire, des conversions. Il faut pouvoir passer de tonnes équivalent pétrole à des mégawattheures ou faire des conversions un peu plus complexes en faisant certaines hypothèses. Donc, l'utilisateur doit avoir certaines connaissances en matière d'énergie. Et enfin, il y a des formations à l'outil qui sont opérées par le CLER, Réseau pour la transition énergétique. Les informations sont sur le site. Si ça marche. Alors, les utilisateurs potentiels, et d'ailleurs réels, puisque l'outil est déjà utilisé, il se trouve dans les collectivités territoriales, des associations. Par exemple, Virage Énergie, Pays de Loire, l'a utilisé. Des entreprises, GRDF l'a utilisé, ça peut être aussi des ministères, des établissements publics, comme l'ADEME bien sûr. Alors les activités prises en compte pour l'instant, ce sont d'abord beaucoup de filières d'énergie renouvelable. Ensuite, dans le domaine du bâtiment, on a à la fois tout ce qui est construction neuve, à la fois tertiaire et logement, et puis rénovation thermique. Et dans les transports, on a toute une série d'activités, aussi bien des services de transport comme le fret, transport de voyageurs, que des équipements comme différents types de voitures ou des infrastructures. Autant que possible, on s'est basé sur des données officielles qui viennent de l'INSEE, de l'ADEME, du ministère en charge de l'écologie, et parfois d'institutions internationales ou d'articles scientifiques. Il y a deux niveaux d'utilisation. Un niveau d'utilisation de base, où là on remplit les cases, uniquement une partie des cases qui sont sur fond jaune. Et puis un niveau d'utilisation avancé qui permet de modifier certaines des hypothèses qui sont faites par défaut. Alors je vais vous présenter la méthode retenue d'abord pour obtenir le résultat au niveau national, puis à un niveau infranational, faire une rapide démonstration et puis je vais vous dire un mot sur les perspectives. Alors, comment est-ce qu'on obtient les résultats au niveau national? D'abord,
Pour chacune des branches de l'économie française, donc ici on est à un niveau assez détaillé en 99 branches. Une branche, ça va être par exemple le fret ferroviaire ou le fret routier. On calcule ce qu'on appelle le contenu en emploi, donc direct et indirect, au sens que je viens d'expliquer, qui est exprimé en nombre d'emplois équivalents temps plein par euro ou par million d'euros dépensés. Ensuite, pour chaque élément, on découpe les scénarios énergie-climat en une série d'éléments. Et ensuite, donc ces scénarios, ils sont exprimés en unités physiques. Ça va être des mètres carrés LOV, ça va être des mégawatts d'éolien, ça va être des tonnes kilomètres pour les transports ou des passagers kilomètres. Donc, ces éléments en quantité physique, il faut les transformer en unités monétaires, en dépenses, en euros. Et donc, pour ça, on a besoin d'hypothèses sur le coût. Donc là, on a deux cas. On a le cas simple, dans lequel à chaque élément du scénario correspond une branche. Par exemple, on a une branche fret ferroviaire. Donc là, si dans le scénario, on a un certain nombre de tonnes kilomètres en fret ferroviaire, en fret routier, etc., on peut regarder un report modal du routier vers le ferroviaire. Et puis le cas plus complexe, malheureusement fréquent, c'est quand on n'a pas une correspondance de ce type. Par exemple, pour tout ce qui est énergie renouvelable, vous n'avez pas des branches, il n'y a pas une branche éolien, une branche solaire dans la comptabilité nationale. Donc là, il faut faire à la fois une hypothèse sur le coût, combien coûte un mégawatt d'éolien, mais aussi sur la répartition de ce coût. Comment on répartit ce coût entre différentes branches de l'économie. Donc, à partir de tout ça, on a la dépense par branche. Cette dépense par branche, on la multiplie par le contenu en emploi qu'on a calculé auparavant. Et ça nous donne un nombre d'emplois équivalent temps plein par branche et par année. Alors, en une utilisation simple, on peut se contenter de rentrer les éléments du scénario énergie-climat, par exemple, combien de mégawatts d'éolien on va installer chaque année. Mais en utilisation avancée, on pourra modifier les coûts, la répartition de ces coûts, des taux d'importation. Par exemple, si on veut stimuler un scénario avec une certaine relocalisation de l'économie ou inversement. Et puis aussi, on a aussi un paramètre qui joue assez fortement sur le long terme, qui est le gain de productivité générale du travail dans l'économie, et ça aussi, on peut le modifier. Alors, au niveau infranational, la méthode est un peu plus complexe. On commence par, on part à nouveau de la dépense par branche. Là, on va en soustraire les importations. Et ça définit ce qu'on appelle la dépense qui est adressée à la production nationale. Par exemple, si on va acheter une voiture, si pour 1 million d'euros de voitures, certaines vont être importées, certaines vont être produites sur place. Ensuite, cette dépense adressée à la production nationale, on la multiplie par un coefficient de localisation. J'y reviens juste après. Ce qui nous donne une dépense adressée à la production locale. Quand je dis locale, selon le choix, ça va être une région, un département ou un ensemble de communes. Alors cette dépense adressée à la production locale va aussi générer des consommations intermédiaires. Ça c'est l'activité chez les fournisseurs. Et ça nous donne une production locale pour chacune des branches. Alors, encore une fois, vous aurez la branche automobile à laquelle va s'adresser une certaine dépense, et puis elle-même va acheter de l'acier, donc la branche acier aura elle-même une certaine production. Cette production locale, on va la multiplier par le ratio emploi sur production branche par branche, et ça nous donne l'emploi local par branche. Alors, le point délicat ici, et c'est celui qui est le plus difficile à quantifier de manière rigoureuse, c'est ce fameux coefficient de localisation, qui nous dit, bon, si j'ai 1 million d'euros, par exemple, si j'ai une dépense d'1 million d'euros, enfin une production en France d'1 million d'euros, quel pourcentage de cette production se situe dans les Hauts-de-France par rapport à ce qui se situe dans les autres régions. Alors là, on distingue deux cas dans l'outil. D'abord, on a des activités où on considère qu'elles ont presque toujours lieu localement. Par exemple, la construction. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire que les salariés ou les travailleurs qui font ces activités habitent dans le territoire en question, mais les activités ont lieu dans le territoire en question. Donc là, on prend un coefficient de localisation égal à 1. Pour les autres, le coefficient de localisation sera compris entre 0 et 1. Et on le définit, on choisit de le quantifier de la manière suivante. On prend la part de la région dans l'emploi national pour cette branche.
Par exemple, si les Hauts-de-France font 30% de l'emploi dans la branche acier, alors on considère que le coefficient de localisation, ça va être 30%. Ces coefficients, ils sont paramétrables en utilisation avancée. Donc, si on a des informations particulières qui permettent de faire mieux que cette méthode par défaut, ou si on veut tester différents scénarios, c'est possible. Alors, on va passer à une petite démonstration. Donc là, je vais partager mon écran. Je vais prendre un petit instant. Voilà. Alors, là, je considère que vous voyez un tableau Excel. Si ce n'est pas le cas, je pense que quelqu'un va me prévenir rapidement. Ah oui, je vais aussi enlever ma caméra de manière, voilà, à ce que ça fonctionne mieux. Voilà, donc ça, c'est la page de présentation de l'outil tel qu'on peut le télécharger. Vous avez des cases sur fond jaune, hein, qui sont les données à remplir par l'utilisateur. Bien sûr, vous pouvez remplir le territoire sur lequel vous allez appliquer l'outil, les auteurs, etc. Et cette page vous explique donc que vous avez deux catégories de cellules que vous pouvez remplir. Celle sur fond jaune, donc il faut remplir au moins une partie des cellules sur fond jaune. Et puis celle en couleur bleue, là, c'est le mode d'utilisation avancé. Donc ce sont des hypothèses techniques qui peuvent être changées si on le souhaite, mais il n'y a aucune obligation pour cela. Alors je passe à l'onglet données à saisir. Alors, quand vous téléchargez l'outil, il est prévu pour ne donner de résultats que pour l'emploi national entière. Donc, ça c'est la première chose à changer. C'est le niveau géographique pour les sorties. Si on met ici, on a uniquement les sorties au niveau national. Ensuite, vous pouvez choisir d'avoir les résultats également au niveau département, au niveau des régions ancien découpage, nouveau découpage. Donc, on va choisir la région nouveau découpage, ou bien les ensembles de communes. Les ensembles de communes, on va aller sur un autre onglet, on ne va pas le faire là dans la démonstration. J'appuie choisir une région. Donc la 11, il y a un onglet qui indique les codes géographiques. La région 11, c'est la région Île-de-France. Et puis on va tester un scénario extrêmement simple qui consiste à installer 200 MW d'éolien pendant 3 ans de suite, entre 2018 et 2020, et puis c'est tout. Donc rien qu'avec ça, on peut aller voir les résultats. Donc dans cet onglet données à saisir, donc vous voyez, vous avez au départ les énergies renouvelables avec pas mal de catégories, tout ce qui est bâtiment et réseau de chaleur, et puis ensuite en transport, comme je le disais, infrastructure, les services de vélo, encore beaucoup d'autres choses. Et puis, alors ça c'est la version 2 qui n'est pas encore téléchargeable, j'y reviendrai, mais on a aussi des éléments sur les déchets. L'onglet suivant fournit une synthèse des résultats, année par année. Donc, vous voyez ici que la première année, vous avez 795 emplois. Alors là, on est en Île-de-France, hein, puisque c'est l'emploi local. 795 emplois équivalents temps plein, un peu plus les années suivantes, 819, 843. Et puis ensuite, ça diminue, 105, 103, etc. Et puis, si on va encore, si on se déplace encore vers la droite, au bout d'un moment, ça va tomber à 0. Alors, on va comprendre très vite pourquoi. C'est parce que les 3 premières années, on installe des éoliennes, donc ça crée des emplois. On a installé la même capacité en éolienne chaque année, mais si ça croît, c'est parce qu'en fait, il y a aussi des emplois dus à la maintenance et opération maintenance. Et à partir de 2021, la seule chose qui reste, c'est ça, ce sont les emplois de type opération maintenance. Et puis, si ça tombe à 0 au bout d'un moment, c'est qu'on considère que les éoliennes ont cessé de fonctionner. Donc là, vous avez les résultats sur l'emploi local. Je descends, évidemment, la seule ligne remplie, puisque on a uniquement rentré les éléments du scénario, un scénario qui concerne l'éolien terrestre. Et puis vous avez au niveau France entière un nombre d'emplois qui est supérieur à 1935, ce qui est logique, hein, si vous allez faire appel à différentes branches de l'industrie et dont la production n'aura pas lieu uniquement en Île-de-France.
Et un peu plus bas, vous avez le ratio emploi local sur emploi national. Donc, vous voyez que c'est 41% les premières années. C'est davantage par la suite parce que la maintenance, elle est essentiellement locale. Alors, je passe à l'onglet calcul et hypothèse, celui qui est sur fond bleu. Alors, cet onglet, je remonte. Au départ, on a juste une copie des éléments des données d'entrée qu'on a remplies dans l'onglet données à saisir. On a 200 MW d'éolien par an. En dessous, on a nos résultats, à la fois sur l'emploi national et sur l'emploi local, notre ratio. Et puis, ensuite, on a l'emploi par branche. Donc, c'est l'emploi tel qu'il est. Donc, on va avoir le même total d'emploi local, mais séparé entre les différentes branches de l'économie française, selon une nomenclature INSEE. Donc, si on peut regarder où est-ce qu'on trouve des emplois, on en a par exemple dans la fabrication des équipements électriques, dans la fabrication de machines et équipements non comptabilisés ailleurs, dans la réparation et l'installation de machines et équipements. Vous avez autres génies civils également, construction de réseaux électriques et télécommunications, et ainsi de suite. Donc ça permet, disons, de faire un peu une première étape d'une prospective de l'emploi. Alors, en dessous, on trouve tout ce qui est hypothèse et calcul intermédiaire. On n'est pas obligé, encore une fois, de modifier, puisque c'est sur fond bleu. Alors, une hypothèse qu'on peut changer facilement, c'est le gain annuel de productivité du travail. Donc, par défaut, on prend 0,5% par an, ce qui correspond à la moyenne des dernières années. Donc là, vous voyez la source pour cette hypothèse. Cette source, elle envoie à une série de références qui sont indiquées dans l'onglet références, ici. Donc, 7-2017, voilà, c'est cet article dans l'économie et statistique. Je reviens sur l'onglet calcul d'hypothèse. Donc, vous pouvez même faire en sorte que la productivité du travail n'évolue pas de manière géométrique, mais vous pouvez la changer année par année si vous voulez. Alors ensuite, vous pouvez changer la durée de vie des éoliennes. Par défaut, c'est 20 ans. Vous pouvez tester autre chose. Alors, comment est-ce que ça va jouer cette durée de vie? En fait, le modèle calcule une capacité cumulée en service chaque année. La première année, forcément, c'est 200, ensuite 400, ensuite 600. Et ensuite, vous voyez, c'est encore 600 chaque année, jusqu'à ce que les éoliennes commencent à arriver en fin de vie. Donc, en 2039, on n'en a plus que 400, 200 et puis 0. Alors, autre hypothèse importante, c'est le coût d'investissement. Donc, ici, le total du coût d'investissement, c'est 1,358 euros par watt, 358 kg par mégawatt. Et donc ça vient d'une étude, entre autres, de l'ADEME. Et puis vous avez la répartition de ce coût entre différents éléments, la fabrication de la tour, des pales, etc. Donc ça, c'est pour le coût d'investissement. Ensuite, vous avez le coût de maintenance, qui s'exprime chaque année. 23 000 euros par mégawatt. Mais là, par mégawatt en service, pas par mégawatt installé dans l'année. Voilà. Puis vous avez aussi une hypothèse de baisse du coût des éoliennes chaque année, qui vient d'un article scientifique cité ici. Ça aussi, vous pouvez le modifier. Ce sont ces cases-là. Donc on a un facteur, un indice 100, une base 100 en 2018, et puis ça diminue lentement jusqu'à se stabiliser voilà, à l'horizon 2030, 91. Alors à partir de ça, l'outil va calculer la dépense en millions d'euros. On peut encore changer tout un tas de facteurs, les taux d'importation, etc. Et à la fin, on aura des emplois alors par élément, 200 emplois dans la fabrication des tours, par exemple, 42 emplois la première année dans ce qui est opération maintenance. Et c'est comme ça que l'outil calcule les emplois au niveau national. Alors, je vais revenir, je vais arrêter le partage d'écran maintenant. Voilà. Alors, et je réactive ma caméra. Alors, peut-être qu'il faut que je revienne. Ouais. Excusez-moi, je reviens à la bonne diapo.
Alors, c'était sur les perspectives, juste pour dire qu'en 2020, il y a une version 2 qui sera disponible, qui intégrera deux choses en plus. D'une part, l'intégration des déchets ménagers assimilés avec 14 filières de collecte-traitement. Donc, une filière de collecte-traitement, c'est par exemple la filière ordures ménagères résiduelles, puis incinération, puis stockage, et puis plein de collectes séparées, du réemploi. Et puis, donc ça c'est un travail qui a été fait grâce aussi à une collaboration avec l'ORDIF, maintenant intégré l'Observatoire régional des déchets d'Île-de-France, maintenant intégré dans l'Institut Paris Région. Et puis l'intégration du biogaz. Alors il y a déjà du biogaz dans la version 1, mais là ce sera beaucoup plus détaillé puisqu'on aura 6 filières d'injection et 6 filières de cogénération grâce à une étude donc, qui a été faite en coopération avec Transition Numérique, une étude pour GRDF dont les résultats sont maintenant téléchargeables. Voilà, j'en ai terminé. Oui, c'est Tom, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si tu as pu voir, mais sur la droite de l'écran, dans le chat public, de nombreuses questions ont été posées à ton attention. Donc on les a bien notées et puis on va les reprendre tout à l'heure. Je vais directement passer la parole à Pierrick Yalamas pour un autre retour d'expérience plus local, puisqu'il s'agit de présenter Terristory en région Auvergne-Rhône-Alpes. Pierrick, tu es directeur performance territoriale et observatoire à Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement. Et donc à toi la parole pour une vingtaine de minutes. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc merci Boris pour cette proposition d'intervention. Donc effectivement, je vais vous présenter rapidement l'expérience de Terristory en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors Terristory, c'est pas un outil simplement ciblé sur l'impact économique ou l'impact emploi de la transition énergétique. C'est un outil qui a vocation à avoir une vision un peu plus globale, mais qui du coup intègre un module sur ce sujet-là. Donc, je vais vous présenter d'abord rapidement le contexte de Terristory et puis après rapidement passer assez vite en fait à une démonstration pour vous montrer comment on a essayé de coupler finalement l'analyse d'impact économie-emploi avec une analyse plutôt énergie-climat pour faciliter l'action des territoires sur ces sujets-là. Simplement quelques mots sur le projet Terristory. Terristory, c'est bien un projet d'outils d'aide à la décision. Je vous incite à aller voir sur le site terristory.fr pour vous rendre compte par vous-même pour rendre accessible, comparables et cohérentes les données de transition, que ce soit finalement des données sur l'état actuel de l'énergie, du climat, mais aussi finalement plus globalement de l'ensemble des données d'un territoire pour comprendre un peu son fonctionnement, que ce soit d'un point de vue ressources naturelles ou autres, que ce soit d'un point de vue socio-économique, mais également pour partager et rendre accessibles et cohérentes les données sur les trajectoires prévues des territoires. Donc l'idée, c'est de bien permettre effectivement aux différents acteurs d'un projet d'échanger ensemble sur l'état des lieux, mais aussi sur les trajectoires possibles, pour permettre effectivement une meilleure articulation, que ce soit entre les acteurs d'un territoire, entre les acteurs de deux territoires qui sont côte à côte, pour faciliter justement la mise en cohérence, par exemple, de deux territoires qui souhaitent développer une filière en s'appuyant sur des ressources similaires, mais également faciliter les échanges de ces données-là entre les différents niveaux territoriaux, donc faciliter l'articulation finalement entre les trajectoires des EPCI typiquement et des départements ou de la région. Donc c'est un outil voilà qui cherche
effectivement à aider à ce pilotage de transition en ayant une vision vraiment transversale et donc en analysant effectivement à la fois d'un point de vue situation actuelle mais également d'un point de vue impact, les différents impacts, que ce soit effectivement énergétique, environnemental ou économiques et sociaux. Alors au niveau économique, on parle d'emploi, on parle de valeur ajoutée, on parle de retombées fiscales également ou de besoins en investissement ou d'évolution de factures énergétiques. À terme, comme je disais, par rapport au cas de deux territoires qui seraient côte à côte et voudraient travailler sur la mobilisation d'une ressource, typiquement la ressource biomasse, pour accompagner la transition des territoires. Le but, c'est de rendre visible aussi les flux finalement de ressources entre ces différents territoires. Donc, je vais vous faire passer tout de suite en fait à une démonstration. Ce que j'ai oublié de signaler, c'est que la méthode en fait utilisée pour le calcul de l'impact économique en fait est vraiment similaire à celle qu'a présentée Philippe Caillon. Donc, on utilise le même type de méthode d'analyse entrée-sortie et on a plus travaillé nous finalement sur la question de l'intégration de ce module d'impact économique avec d'autres modules et les formes de restitution possibles. Donc, je vais faire la manipulation pour partager mon écran et vous faire une démonstration. Voilà. Donc, vous devez normalement voir en fait l'écran d'accueil Terristory que vous obtenez. Hein, là, je suis en mode public. Si vous tapez terristory.fr sur votre navigateur internet. Alors, je m'excuse pour la visibilité. Terristory est développé pour plutôt un grand écran. Là, c'est un affichage un peu réduit, donc vous pourrez encore une fois regarder par vous-même. L'idée, c'est quand même de vous montrer par cette démonstration le principe en fait du fonctionnement et les possibilités de l'outil. Donc, comme je disais, on se place en fait dans le cas d'un territoire. On va prendre le cas d'un territoire et essayer de travailler ensemble sur finalement la conception, l'identification d'une trajectoire de transition, en ayant en fait une analyse à la fois énergétique, environnementale et économique. Alors, ce qu'apporte Terristory avant de passer à la conception des trajectoires, c'est effectivement un certain nombre de données sur l'état des lieux. Je pourrais vous faire une démonstration poussée, je ne vais pas y passer trop de temps, c'est pas le lieu ici, mais simplement vous montrer en fait rapidement quelques clés d'analyse en fait que peut permettre Terristory par la visualisation de données d'indicateurs sur le territoire pour aider finalement à la conception, l'élaboration d'une trajectoire de transition. Donc, on peut avoir une approche à la fois au niveau régional par territoire et à la fois par territoire. Donc, je vais alterner entre ces deux niveaux. Donc, je vais peut-être directement aller finalement à une approche par territoire et regarder, prendre le cas par exemple du territoire qui arrive en premier, hein, la communauté d'agglomération d'Issoire. On sait que finalement, un élu, quand on travaille sur la transition énergétique des territoires, une approche intéressante et assez mobilisatrice finalement pour travailler avec un ensemble d'acteurs, que ce soit les élus, les habitants ou d'autres acteurs associés, c'est l'approche facture énergétique. Donc, je vais vous montrer finalement quelques indicateurs sur la facture énergétique. On a la possibilité par Terristory d'analyser la facture énergétique du territoire. Donc là, j'ai cliqué simplement sur la ligne facture énergétique et je vois que globalement, en fait, on a sur ce territoire, alors je m'excuse encore pour la lisibilité, mais une facture énergétique de 161 millions d'euros. On a développé quelques fonctionnalités d'analyse qui permettent effectivement de se dire, finalement, cette facture énergétique, elle est liée à quoi et quels sont mes leviers d'action pour la réduire de la façon le plus simplement possible. On voit que dans la facture énergétique, la part
les parts des secteurs d'activité les plus importants sont finalement le résidentiel et le transport routier. Je ne vais pas m'attarder sur le résidentiel, mais on pourrait on pourrait faire une analyse pour détailler en fait la part du transport routier dans la facture énergétique. Je vais le faire de la même manière pour le résidentiel. Donc, si je clique par exemple sur la part du camembert correspondant au secteur résidentiel, je vois que le résidentiel représente 46 000, la facture énergétique liée au résidentiel représente 46 millions d'euros à comparer aux 161 millions du territoire d'un point de vue plus global. Donc c'est effectivement une part importante. Et quand je regarde la part des énergies consommées, je vois qu'il y a encore une quantité non négligeable de produits pétroliers, donc typiquement des chauffages au fioul sur le territoire. Donc je peux voir que le chauffage au fioul sur le territoire représente, on va dire, ou l'utilisation du fioul. Si je clique sur je sélectionne aussi sur le chauffage, une facture de 5 millions d'euros sur les 161 millions d'euros du territoire. Donc, une des clés possibles que je peux avoir en tête pour travailler sur la transition des territoires, c'est de dire, je vais essayer de remplacer cette énergie de chauffage, le fioul, par une autre énergie. Je suis sur un territoire rural qui a, quand on le connaît, un peu aussi des ressources biomasse. Donc, une des possibilités, une des idées que je peux avoir, c'est effectivement de regarder le potentiel d'utilisation de la biomasse sur les territoires, même si on peut bien sûr utiliser le potentiel sur les territoires autour. Et si je regarde le potentiel sur le territoire, on sait en travaillant sur la filière qu'il est plus facile de mobiliser de la biomasse de forêt publique avec correspondant à des terrains peu accidentés, donc avec une pente relativement faible, et puis on peut éventuellement avoir une préférence entre les feuillus et les résineux. Donc je sais que sur mon territoire, j'ai 30 000 hectares à peu près de forêt, mais si je m'intéresse en tant que collectivité au levier d'action des forêts publiques, qui est peut-être un peu plus simple, j'ai une surface de 1800, donc 1800 hectares, beaucoup plus faible, et je vois la localisation finalement de mes surfaces sur mon territoire. Donc, je peux travailler sur dire, voilà, je vais essayer de travailler avec la filière bois pour développer finalement le bois énergie dans l'habitat sur mon territoire, permettre de réduire la facture énergétique de mon territoire et également me poser la question finalement d'une valorisation autre, bien sûr, du bois, parce qu'on sait bien que l'usage bois énergie n'est pas forcément le plus noble par rapport à l'utilisation du bois et qu'il faut penser l'utilisation du bois dans son ensemble. Donc, si j'ai aussi une analyse d'un point de vue socio-économique, on va dire un peu de l'emploi sur la filière construction, je peux me poser la question finalement de la possibilité de développer le bois dans la construction et ou finalement la fabrication de produits bois également en lien avec l'isolation de l'habitat. Donc, je vais passer rapidement, mais vous avez aussi dans l'application un ensemble d'indicateurs. Alors là, c'est intéressant de revenir en fait au niveau de la région par maille EPCI pour voir comment le territoire se positionne par rapport au reste des territoires. Et si je regarde très rapidement, je vais passer très vite, il faudrait bien sûr une approche un peu plus approfondie. Je vois que si je regarde des indicateurs comme le taux d'emploi des différents territoires, on travaille sur un territoire qui est ici. Donc, on a un dégradé de couleur suivant le taux d'emploi. Le taux d'emploi de la tranche 15-64 ans est assez bon par rapport au territoire. Donc, c'est pas un territoire qui est forcément marqué par un chômage très très important pour cette tranche par un chômage très important. Par contre, si je regarde les emplois salariés par secteur ou plutôt, je vais aller directement sur les emplois dans la construction. Voilà, vous avez un taux d'emploi relativement faible dans la construction sur ce territoire par rapport aux autres territoires. Tout ça pour indiquer que par ces différents données mises à disposition, on peut se dire, OK, je vais travailler sur la transition énergie-climat de mon territoire, mais en ayant une vision économique et en essayant également, via mon besoin de transition énergie-climat, de travailler sur la structuration
d'une filière bois qui va à la fois alimenter peut-être du bois construction et également permettre de changer progressivement l'utilisation des énergies de chauffage, de remplacer les chauffages au fioul par du chauffage au bois, par exemple. Bien évidemment, cette analyse est très simpliste, il faudrait l'affiner et la poursuivre. Mais c'est juste pour vous montrer quelques idées. Une fois qu'on a du coup fait cette analyse intégrée de la situation d'un point de vue énergie-climat et socio-économique, on passe effectivement au plan d'action de manière similaire en fait avec des modules de calcul similaires à ce qu'a montré Philippe Quirion. Alors là, je suis sur la région, je vais revenir plutôt pour travailler sur un plan d'action au niveau de mon territoire. Donc je resélectionne le territoire d'Issoire. Et je reviens sur mon plan d'action. Donc là, je travaille bien sur mon territoire de la communauté d'agglomération du Pays d'Issoire. Et j'ai finalement une interface qui propose de la saisie de données similaire à l'outil Excel présenté par Philippe Quirion, avec de façon quand même beaucoup plus simplifiée, mais le même type de données. Donc sur mon territoire, je peux dire, je vais travailler sur la rénovation énergétique des bâtiments. Là, j'ai fait une démonstration par rapport à changement d'énergie de chauffage, mais on peut travailler aussi également sur la rénovation. Et je mets des hypothèses de rénovation, de nombre de maisons rénovées en fait par année. Alors je vais mettre des chiffres différents par année et de surface moyenne de maisons. On a fait le choix d'avoir volontairement en premier niveau très peu de données à renseigner pour pouvoir utiliser très facilement cet outil. On peut aussi travailler bien sûr sur d'autres types d'actions et donc par exemple la mise en place de photovoltaïque au sol par exemple ou de solaire thermique avec je vais mettre d'autres années, 5 MW crête par exemple installés en 2027. D'accord. Donc très simplement, on rentre quelques données. Encore une fois, je m'excuse si c'est petit sur votre affichage. Vous le testerez en ligne. Tout ça est disponible sans connexion. Et donc vous lancez le calcul et vous avez l'impact qui est disponible de ce plan d'action. Alors l'impact d'un point de vue économique, j'y reviendrai, je vous le présenterai, et puis l'impact est également d'un point de vue énergétique et carbone, gaz à effet de serre. On est en train d'ajouter aussi d'autres impacts, notamment sur la qualité de l'air, pour avoir une approche la plus possible intégrée. Je passe très rapidement sur les impacts énergétiques ou gaz à effet de serre. Vous avez des graphiques très classiques que vous pouvez voir sur l'impact entre guillemets de mon plan d'action. Donc on retrouve ici la rénovation des bâtiments dans le résidentiel sur l'énergie, avec la possibilité effectivement de filtrer pour mieux se représenter. C'est des graphiques très connus, très classiques, donc je passe ici et je vais vous montrer plutôt l'impact économique en fait qui est simulé ici. Donc vous avez le même type de résultat que ceux que vous a présenté Philippe Quirion avec l'outil TET, avec une représentation sous forme de graphique qui donne du coup en première approximation, parce que bien évidemment on n'a renseigné que quelques valeurs, l'impact du plan d'action en termes de nombre d'emplois générés. Donc par exemple en 2021, on considère que sur l'agglomération d'Issoire, on va occuper 115 personnes. Alors j'avais mis des objectifs très ambitieux de rénovation de 5000 logements, qui est énorme sur ce territoire, pour vous montrer, pour avoir des chiffres parlants, avec aussi à chaque fois le nombre d'emplois occupés au niveau régional. Parce que bien évidemment, l'action du territoire va aussi avoir un impact économique au niveau du territoire régional. Vous avez le même type de graphique sur la valeur ajoutée générée, sur les investissements nécessaires, mais également, comme là j'ai mis une centrale photovoltaïque au sol, mais ça serait pareil pour d'autres types d'installations comme l'éolien ou la méthanisation, une simulation des retombées fiscales, où là, c'est des modélisations beaucoup plus simples que les types de méthodologies qui vous a été présentées précédemment. C'est simplement une transcription en fait
des différentes lois et sur les retombées fiscales des différents investissements. Et donc, vous avez une présentation des retombées fiscales au niveau des communes où auront lieu les investissements, au niveau des communautés de communes correspondantes et au niveau du département. D'accord. Et vous avez aussi l'évolution de la facture énergétique avec un graphique un peu contre-intuitif pour l'instant, c'est les gains de facture énergétique et qui sont permis par les actions et donc la facture énergétique elle-même elle baisse. Ce qui est intéressant au-delà des résultats comme ça, parce qu'effectivement, quand on travaille sur un territoire, on a toujours une marge d'incertitude qui est non négligeable. C'est pas forcément d'avoir de calculer un impact au nombre d'emplois près, mais c'est plutôt de travailler finalement sur des leviers d'action. Une fois qu'on a travaillé sur un plan d'action, se pose la question de comment optimiser finalement les retombées économiques sur le territoire. Et ce qu'on a cherché à faire avec Terristory, c'est de permettre à l'utilisateur, très simplement, encore une fois, là c'est en ligne sans besoin de connexion, de se poser la question, bon, comment optimiser cet impact? Là, effectivement, avec mon plan d'action, j'ai 115 emplois occupés sur le territoire en 2021. Est-ce que je peux optimiser ça? Et là, on fait le lien avec la possibilité d'ajouter des paramètres économiques ou de modifier en lien avec l'analyse qu'on a pu faire précédemment. Donc, on revient sur ce que vous a présenté Philippe sur la part locale, en fait, captée par le territoire. On a la possibilité pour chaque action de modifier en fait la part locale, donc la part d'investissement finalement qui va être captée par le territoire. Si, pour reprendre l'exemple de la démonstration, j'ai travaillé sur ce territoire sur la mise en place d'une filière bois en lien avec la construction, que ça soit sur la construction bois, du développement de matériaux isolants, l'installation de menuiserie bois ou d'autres choses, on va avoir plus que 10%, là on a plutôt des ratios autour de 10%, plus que de 10% de l'argent investi pour les opérations de rénovation qui va être capté par des entreprises du territoire. Et donc, on peut faire des hypothèses en lien, bien sûr, avec les dynamiques sur le territoire de plateformes territoriales, par exemple, ou d'autres dynamiques, et se dire, ben voilà. Alors là, pareil pour la démonstration, je hausse très très fortement, donc je mets à 100% hein, certains indicateurs, par exemple aussi fabrication de matériaux isolants, de fenêtres et portes. Voilà, ou distribution. Et alors c'est forcément surestimé. Avant avant j'étais à 23 emplois occupés en 2020 par exemple. Donc là je suis bien sur une action qui a quelque chose en 2020, 23 en 2020 et 115 en 2021. On va relancer le calcul et en principe, si sous réserve de l'effet des mots et des bugs qui peuvent se produire, on a une part qui augmente. Voilà. Donc, ça n'apparaît pas ici, donc c'est l'effet des mots. Je vous laisserai tester vous-même. Effectivement, j'ai augmenté un peu plus de parts. Hop. Voilà. Donc on a normalement effectivement les parts qui augmentent à la fois au niveau du territoire et au niveau de la région. Voilà. Donc je vais repasser à la présentation en changeant mon partage d'écran. Partage d'écran. Et j'en ai effectivement pour quelques minutes pour vous présenter quelques points. Alors je reviens à la présentation. Désolé, je dois reparcourir les différents transparents.
Juste quelques points issus du retour d'expérience de ce type d'analyse au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a un besoin quand même assez important de faire le lien avec la réalité du territoire, surtout dès qu'on travaille à un niveau fin. Et donc, ça implique plusieurs choses. D'une part, de faire attention aux actions types qu'on prend. Forcément, quand on modélise en fait l'installation d'une action de méthanisation, par exemple, on prend des hypothèses sur si c'est plutôt une petite unité de méthanisation, une grande unité de méthanisation en cogénération, en injection, avec tel type de déchets ou tel autre type de déchets. Et une installation de méthanisation typique en Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas forcément une installation type en France. Ça correspond pas forcément à l'installation type au niveau national. Donc on a un vrai besoin en fait d'articuler avec la réalité du territoire, et donc ce qu'on a fait en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est de caler les hypothèses des actions types prises en Auvergne-Rhône-Alpes avec les réflexions au niveau régional, et typiquement les réflexions là dans le cadre du schéma régional biomasse. Le deuxième point, c'est le besoin de personnaliser les chaînes de valeur. Donc effectivement, le coût et le coût d'investissement d'une action en Auvergne-Rhône-Alpes n'est pas forcément le même que sur un territoire, par exemple insulaire de Corse ou sur d'autres territoires. Et le besoin effectivement de paramétrer les parts locales, surtout quand on travaille sur un territoire assez fin. Au-delà de ça, se pose quand même la question, parce qu'il y a souvent des questions sur finalement la pertinence et la fiabilité ou non des données au niveau territorial. Au niveau territorial, ça. À un moment où dans le cadre de certains groupes de travail au niveau national, on se disait finalement calculer un impact emploi au niveau infra-régional n'est pas forcément pertinent, parce qu'il y a trop d'incertitudes. Se pose que malgré tous les efforts qu'on peut faire sur l'affinage des paramètres, des chaînes de valeur et des parts locales, se pose aussi la question finalement de la finalité de ce type de travail. Comme j'ai essayé de vous montrer, l'idée, au-delà d'estimer un nombre d'emplois et de savoir si le nombre d'emplois occupés sur un territoire en telle année va être de 47 ou de 48 ou de 50 ou 55, l'idée c'est de travailler sur les leviers possibles, permettant effectivement de voir comment optimiser d'un point de vue économique l'impact emploi d'un plan d'action de transition énergétique. Et au-delà de ça, c'est effectivement bien de se poser la question quels sont les besoins en formation. Ce qui n'apparaît pas pour l'instant dans l'outil, c'est le type d'emploi créé. Mais en fait, les méthodes telles qu'elles sont présentées aujourd'hui vous permettent également de déterminer dans quelle branche d'activité seront créés les emplois. Et donc, c'est assez intéressant quand on travaille effectivement sur la structuration d'une filière, de se poser la question est-ce que les besoins en emploi vont pouvoir être assurés effectivement par les compétences disponibles sur le territoire, et quels sont, si besoin, les besoins en formation qu'il faut mettre en place. Et ça rejoint effectivement l'étude qui a été faite par ICAR sur le territoire de la Corse. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Boris, je te repasse la parole. Merci beaucoup Pierrick, merci également encore une fois à Philippe. Nous allons ouvrir un temps de questions. Là, il est 15 heures. On a une grosse demi-heure puisque les organisateurs nous ont indiqué qu'on pouvait même dépasser un petit peu l'horaire jusqu'à 15h40, 15h45. On verra si on le fait. Et donc, vous n'avez pas attendu ce moment pour poser des questions. On les a notées au fur et à mesure qu'elles tombaient côté chat public. Donc il y a des questions d'ordre plutôt technique auxquelles vous pouvez répondre soit Pierrick, soit Philippe, hein, que je reprends en trois axes. La maille territoriale, y compris le niveau international, jusqu'où en haut et en bas l'outil peut aller. Les questions de dynamique temporelle, est-ce que l'outil peut étudier des séries, des évolutions dans le temps? Et il y avait une question également sur les dates, les données qui sont indiquées dans les outils, la date de 2014-2015. Et donc, il y avait une petite question sous forme de critique constructive sur le fait que ces outils-là étaient peut-être pas forcément les plus à jour. Donc, je vous laisse
prend la parole, Pierrick ou Philippe, sur ces 3 axes de questions. Oui, alors je vais peut-être commencer sur le niveau géographique dans TET. On peut Alors, il semblerait qu'on ait une difficulté pour t'entendre, Philippe. Est-ce que Pierrick, toi, Oui, tu peux parler? Alors, du oui, coup, je peux parler. Pierrick, Est-ce que tu peux, je te tu laisse. disais qu'il y avait 3 axes, maille territoriale, dynamique temporelle. Tu peux rappeler le troisième, Boris? Et puis quelles sont les données les plus récentes que vous avez? Et puis Philippe, évidemment, si tu peux, quand tu peux reprendre la parole, tu es le bienvenu. À toi, Pierrick. Alors, sur la question de l'échelle ou de la maille territoriale, donc dans Terristory, ce qu'on a essayé de faire, c'est de plus en plus de travailler au niveau de la commune pour pouvoir en fait réagréger les données en fait par territoire, parce qu'on sait bien que les communautés de communes ont des périmètres très très changeants depuis plusieurs années, et qu'il y a aussi beaucoup de besoins au niveau des parcs naturels régionaux, des SCOT ou d'autres types de territoires. Donc, on affiche, on essaye, notre maille, on va dire de base, c'est des données à la commune, voire un peu plus précises quand on travaille par projet sur d'autres parties de Terristory, pour pouvoir effectivement réagréger. Ça pose quand même la question, effectivement, comme je le disais un peu, de la fiabilité des données, et c'est pour ça que on essaye de sur les questions par exemple de part locale ou d'autres paramètres, j'en ai montré que certains, on laisse la possibilité à l'utilisateur en fait de d'affiner pas mal de paramètres au fil de son utilisation. Voilà. Donc ça, c'est sur la maille territoriale. Alors, j'avais noté dynamique temporelle et données plus récentes. Donc, données récentes. Donc, on est alors sur Terristory. Ce que j'ai pas indiqué, c'est que c'est un outil très jeune puisqu'il a été lancé officiellement en fait il y a en février dernier, et bien sûr il est encore, on va dire, en cours de construction. L'idée, c'est bien de mettre à jour le plus les données au fur et à mesure de leur disponibilité. Je dirais que la plateforme Terristory utilise en fait un certain nombre de données qui existent par ailleurs, donc on est aussi dépendant en fait des données qui peuvent exister, et des dates de publication des données. Voilà. Du coup, l'autre axe, Boris, dynamique temporelle, tu peux préciser Oui, un j'ai peu la l'impression que question derrière? la question était est-ce qu'on peut observer des effets? Mais la réponse, je crois, est oui, sur plusieurs années, dans le passé et ou dans le futur. Oui, donc c'est clairement l'objectif, hein. Donc là, effectivement, je l'ai montré rapidement, mais pour l'instant, sur la partie historique, on peut afficher des éléments sur les parties, on va dire, énergie-climat, pas trop encore sur l'aspect économique, même si facture énergétique, c'est prêt, on pourrait tout à fait afficher des dynamiques. On est en train de faire le lien, d'essayer de faire le lien entre l'impact emploi et puis l'état actuel de l'emploi par différentes branches dans le territoire. Donc on peut tout à fait imaginer à terme avoir effectivement une courbe d'évolution de l'emploi sur le territoire qui repart de l'historique, qui montre l'impact en fait des actions et également par branche d'activité. Donc on est bien dans une logique temporelle et qui a pour but aussi voilà, de faciliter la cohérence de ces différentes temporalités des territoires entre eux. Voilà. Merci. Alors Philippe, il y a eu une petite interruption, mais si tu souhaites compléter ou apporter un élément complémentaire par rapport à tête, tu es le bienvenu. bon, bah, sur l'aspect temporel, c'est la même chose, hein.
on prend en compte des années qu'on veut entre 2018 et 2050. Ça marche. Merci. D'autres questions ont été posées sur. J'ai l'impression que vous avez donné envie aux personnes d'élargir encore le sujet, puisque on a eu des questions sur la possibilité pour ces outils aujourd'hui ou demain d'aborder. Alors j'ai noté l'économie circulaire, des aspects biodiversité, euh, euh, d'une part, les questions aussi de, de transition, de politique de transition en termes d'agriculture extensive ou bio, etc. Est-ce que l'un ou l'autre, vous pouvez prendre la parole là-dessus? Alors, sur l'agriculture ou ce qui est biodiversité, c'est pas au programme. Économie circulaire, alors il y a donc, comme j'ai dit, l'intégration de tout ce qui est collecte-traitement des déchets ménagers, y compris des filières de réemploi. En revanche, tout ce qui est réparation, peut-être ce sera fait plus tard, mais voilà, pas l'année qui vient. Il est probable que côté énergie, il y a davantage d'options qui soient intégrées dans les années qui viennent. C'est quelque chose qu'on souhaite développer en tout cas. Pierrick? Oui. Oui, côté Terristory, en fait, l'enjeu, vraiment le fondement de Terristory, c'est d'essayer d'apporter une vision transversale ou systémique, voilà, suivant les termes à la mode, pour avoir vraiment une approche très intégrée de la transition d'un territoire. Donc, en fait, il a vocation effectivement à couvrir petit à petit différents domaines thématiques. Donc là, on travaille pas mal sur, en lien avec les associations de surveillance de la qualité de l'air sur la notion de qualité de l'air, à la fois d'un point de vue indicateur et d'un point de vue impact des plans d'action. On va travailler aussi en 2020 sur l'aspect déchets, mais les autres thématiques citées sont effectivement envisagées. Voilà, ça va se faire progressivement, sachant que le but n'est pas de développer un outil qui fait tout, mais le but c'est de faciliter le croisement en fait des différentes approches pour envoyer peut-être à des outils après spécialisés sur chacun des sujets. On a Après, il y une... avait des questions aussi sur les emplois détruits. Bon, les filières d'énergie fossile, gaz, pétrole sont intégrées. On a aussi par exemple des voitures classiques dont on peut vouloir se débarrasser. Donc ça permet de mettre en évidence, si on compare deux scénarios, les destructions d'emplois liées à un scénario de transition. Et puis, de même sur la construction neuve, on peut avoir un scénario tendanciel avec davantage de construction neuve. Alors on a également des questions sur l'efficience et la sobriété. Alors j'imagine que c'est plutôt l'aspect comportemental. Et puis on a également une question plus haut sur les actions plus soft de type éducation, formation, etc. Est-ce qu'on peut imaginer que cet outil capture des effets en termes d'emploi, d'actions qui ne sont pas directement des actions d'investissement? Alors on pourrait, ce serait bien d'intégrer dans une troisième version ce qui est éducation, sensibilisation, ce qui est certainement ce qui est intensif en emploi. Mais ça va pas être pour tout de suite simplement parce que ça prend du temps de faire ça, d'intégrer proprement de nouvelles activités. Après, il y avait des questions aussi sur la sobriété. Pour part, la sobriété peut être intégrée. Après, tout dépend de quelle. Enfin, il y a différentes dimensions dans la sobriété, mais on peut tester des scénarios avec moins de mètres carrés par personne, avec un niveau de chauffage plus limité, avec moins de déplacements. Ça, c'est possible. Pierrick, de ton côté, sur l'outil Terristory, est-ce que vous envisagez des extensions, des versions ultérieures qui prendraient en compte ces actions ou d'autres effets? C'est pas forcément envisagé directement, mais on se pose la question en fait du niveau de complexité. On souhaite vraiment avoir un outil qui reste très simple pour
voilà, plutôt faciliter le croisement et qu'il soit très pédagogique et pour permettre vraiment de la prise en main de ces sujets par de nombreux acteurs. Donc peut-être en fait on réfléchit plutôt à des choses intermédiaires qui éviteraient de quantifier très précisément un impact de certaines actions qui sont très très difficilement chiffrables, pardon, mais plutôt de permettre à l'utilisateur de les renseigner et d'indiquer sur la base de quelques hypothèses en fait qu'on pourrait formuler un impact prévu, mais qui pourrait regrouper finalement permettre voilà à l'utilisateur d'intégrer dans son plan d'action des actions qui sont quand même dont l'impact est non quantifiable et puis un impact global et pour pouvoir effectivement avoir une vision exhaustive de l'impact attendu. Merci. On a compris du coup que l'outil TET pouvait être utilisé à n'importe quelle maille territoriale France métropolitaine, j'imagine. Côté Pierrick, une question a été posée sur ton outil précisément à toi, j'imagine notamment dans son aspect plus visuel. Est-ce qu'il est possible de le... et j'ai une partie de la réponse, mais je vais te laisser l'exprimer. Est-ce qu'il est possible de déployer cet outil dans d'autres régions? Alors en fait, effectivement, nous on est une agence ayant une mission de service public, travaillons avec des financements publics. Notre but effectivement est de faciliter l'appropriation, de mettre à disposition cet outil aussi pour d'autres acteurs ayant d'autres types d'acteurs ayant une mission de service public et notamment d'autres régions. Donc en fait, on est déjà en discussion et il y a des développements en cours dans d'autres régions qui devraient effectivement être visibles en courant 2020. Donc le plus simple en fait pour les personnes qui se posent ces questions, c'est d'en parler avec les différents acteurs de votre région en charge on va dire, de la gestion des données sur les questions énergie-climat ou des acteurs institutionnels correspondants pour regarder les possibilités. Peut-être une intervention là de ma part, je me permets sur le sujet de l'économie circulaire de signaler qu'effectivement donc la région Hauts-de-France, Conseil régional, ADEME et l'État, l'ADREAL, travaillent ensemble dans le cadre d'un projet qui s'appelle REV3, qui est le nouveau nom du projet Troisième Révolution industrielle, et va produire un document d'analyse de l'impact sur l'emploi de politique économie circulaire sur 4 filières que sont le textile, le plastique, la construction et l'alimentation. Donc c'est un travail qu'on a eu la chance de conduire et pour lequel du coup on a mobilisé l'analyse entrée-sortie, donc cette analyse d'impact emploi pour aborder les questions d'impact en emploi, d'action d'économie circulaire, et ce qui est également le cas en Grand Est où le PRPGD, donc l'équivalent déchets d'un plan climat, enfin, ou plutôt d'un schéma régional climat air énergie. Voilà, ce qu'on constate, c'est que les résultats sont un peu plus contrastés dans la mesure où ces politiques de réduction de la consommation de déchets, et c'est plutôt heureux, visent à réduire la consommation de flux matière et donc sur le périmètre observé peuvent avoir tendance à générer du coup de la destruction d'emplois et donc l'argumentaire est peut-être plus complexe côté économie circulaire que côté emploi, même si c'est des premiers résultats tout à fait provisoires. Et donc côté Hauts-de-France, l'étude sera présentée, sera publiée à la rentrée en janvier ou février. N'hésitez pas à continuer à poser des questions dans le chat public. Une des questions là qui est posée, c'est le fait que pour que les impacts soient visibles, il faut que les investissements soient très significatifs et que c'est peut-être pas le cas à l'échelle d'un EPCI. Tout à l'heure, Pierrick, pour donner pour présenter ton exemple, tu as été obligé de mettre plusieurs milliers de logements rénovés. Est-ce que voilà, comment on fait quand à l'échelle d'un EPCI
eh bien ce ne sont pas des millions d'euros qui sont investis, mais des dizaines ou des centaines de milliers d'euros. Est-ce que on a malgré tout des impacts qui sont visibles? Oui, donc c'est effectivement une bonne question. En fait, ça pose la question. Il y a plusieurs points de vue. Il y a la question des paramétrages par défaut et des possibilités d'affiner les paramètres pour finalement modéliser un impact qui est peut-être plus important que des paramètres par défaut. Il y a la question aussi de la visualisation. On a vu aussi, alors moins sur l'aspect impact économique, mais sur l'aspect impact énergétique, les premières simulations qu'on faisait montraient que sur certaines actions, effectivement, on voyait très peu d'impact, très peu d'évolution de la courbe d'impact de réduction de la consommation d'énergie avec les actions qu'on modélisait. Et en fait, du coup, c'est aussi pour ça qu'on a travaillé sur des formes de représentation qui permettent de filtrer, en fait, d'enlever dans l'affichage du graphique cumulé, en fait, certains secteurs pour du coup mettre en visibilité l'impact de manière concrète, plus forte, en filtrant par exemple sur le secteur résidentiel. Donc l'avantage en fait des outils de data visualisation permet effectivement d'explorer un peu plus les impacts et de sortir quand même des courbes qui montrent les effets visibles en filtrant si besoin sur certaines choses pour effectivement pas avoir l'effet démotivateur, on va dire. Par contre, ça nécessite aussi de toute façon d'affiner les paramètres, les paramètres d'entrée pour voir l'impact effectif. Ce qu'il faut dire, c'est que il y a eu quand même c'est quand même des modules de calcul qui sont assez compliqués où il y a quand même, c'est pas des règles de 3, je pense comme Philippe l'a présenté et comme aussi on a conçu Terristory, il y a pas mal de calculs derrière qui prouvent quand même que on peut partir du principe que les estimations sont relativement fiables si tant est effectivement qu'on rentre les bons paramètres en entrée, quoi. Philippe, un mot là-dessus si tu le souhaites. Oui, techniquement, on peut on peut avoir des résultats au niveau d'une commune. Effectivement, l'idée, c'était créé pour être au minimum à un niveau géographique supérieur d'un ensemble de communes. Après, plus on va finement et plus plus on se base sur des approximations. Une autre question est posée là, mais qui élargit le champ d'observation de ces outils, que j'essaie de traduire fidèlement par rapport à la question qui a été posée de manière littéraire dans le chat. C'est les outils d'analyse d'impact emploi observent un impact en emploi sur la base d'un investissement qui est généré et qu'on va considérer comme réalisé, mais l'outil ne fournit pas d'indication sur quels sont les acteurs qui investissent ou d'où viennent les financements nécessaires à mettre en place l'action. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer comme étant une extension de l'outil ou c'est quelque chose qui aujourd'hui n'est pas dans votre scope d'analyse? Pour moi, c'est pas dans le scope. Alors, en fait, nous, on a commencé un tout petit peu à le traiter de façon indirecte. C'est pas exactement sur ça, mais quand on a travaillé sur les retombées fiscales sur le territoire, en essayant d'isoler finalement ce qui revient au niveau de la commune, ce qui revient au niveau de la communauté de communes du département ou de la région, c'est bien un peu dans l'idée de rendre visible finalement l'impact économique aux différents types d'acteurs. Alors pour l'instant, c'est des types d'acteurs publics. Voilà, mais on pourrait tout à fait essayer progressivement de se poser la question pour l'ensemble des données traitées, finalement, suivant l'angle, comment les filtrer ou les agréger, suivant l'acteur qu'on est, quoi. Voilà. Donc, mais c'est une question quand même assez difficile, donc je pense que ça prendra pas mal de temps de réflexion.
Deux autres questions, une qui vient du chat et une autre que je me suis notée, que je m'autorise de poser. La quantité le nombre de combinaisons potentielles et infinies sur ces plans d'action ou sur des actions de maîtrise de l'énergie sur le territoire qui génèrent du coup plus ou moins d'emplois. Donc, est-ce que cet outil peut être, ces outils peuvent être mobilisés pour aider aussi à la décision et aider à prioriser des actions les unes par rapport aux autres? Donc, première question. Et la deuxième question, c'est euh, en regardant cette, voilà, ce développement de ces outils, ça m'a fait penser à la naissance au début du bilan carbone, où il a fallu à un moment donné créer une base d'informations très importante à l'époque sur les facteurs d'émission. Et là, je dirais par analogie, l'équivalence est la base de coûts, c'est-à-dire les coûts unitaires des actions. Est-ce qu'on pourrait imaginer, tout comme le bilan carbone a donné du coup lieu à une base carbone qui est en ligne et qui est publique et qui est transparente, est-ce qu'on pourrait imaginer à terme que ces coûts unitaires qui sont intégrés par centaines dans les différents outils que vous avez développés puissent être mis en visibilité des différents acteurs et même éventuellement challenger ou faire être faire l'objet d'évolutions, de discussions par différents acteurs. Donc je vous laisse avec ces deux questions pas forcément très simples. Je vais peut-être commencer par la seconde. Toutes les hypothèses de coût, sauf oubli, parce que là j'invite les utilisateurs à me signaler, à chaque fois les sources sont indiquées et autant que possible, ce sont des rapports publics, souvent produits ou coproduits par l'ADEME d'ailleurs. Donc tout ça peut bien sûr être changé par l'utilisateur, peut être discuté. Et devra être mis à jour en fonction des évolutions. Après, est-ce que je pense que le parallèle avec la base bilan carbone, il s'arrête là. Je pense pas que centraliser tout ça fasse progresser les connaissances. Pour rebondir dessus, en tout cas, nous, on est tout à fait partant. On essaye de rendre le plus possible transparent, en fait, les hypothèses qui ont été prises dans l'outil. Effectivement, il y a eu pas mal de boulot derrière, de conception sur chaque action, sur chaque modélisation, voilà, des coûts à prendre, des modèles, des impacts au niveau aussi retombées fiscales, etc. Et je remercie d'ailleurs Ricard qui a contribué à ce type de travail préalable pour Terristory. Donc tout à fait d'accord pour partager bien sûr ces données, en tout cas si ça peut permettre effectivement de faciliter le paramétrage dans d'autres outils ou le travail sur d'autres territoires avec grand plaisir, que ça soit, je dirais, ou non institutionnalisé dans une base de données partagée, pilotée au niveau national, etc. Mais sur le principe du partage, il y a pas de souci. Pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à la première question sur la priorisation d'action. Donc effectivement, c'est pas simple. En fait, les outils permettent effectivement de voir l'impact. Donc du coup, en faisant différentes simulations, déjà de voir les impacts relatifs des différents types d'actions et donc potentiellement par ce biais-là de commencer à prioriser en lien avec aussi ce qu'on a cherché à faire et ce que je vous ai montré dans la première partie, on va dire, de la démonstration, un ensemble de données qu'on met à disposition qui peuvent permettre de dire, ok, si je regarde mon potentiel bois, je vais d'abord regarder les forêts publiques de feuillus qui correspondent à des terrains pas trop accidentés, et donc c'est plutôt sur cette partie du territoire, et donc je vais travailler plutôt avec ces secteurs-là, quoi. Après, l'étape d'après, elle est sur laquelle on travaille, elle est en fait de passer d'un ensemble d'indicateurs mis à disposition à un ensemble de données à finalement une notion de tableau de bord du territoire. Donc c'est un chantier sur lequel on va travailler en 2020
qui du coup permettrait à l'utilisateur en se connectant, en arrivant sur le territoire, non pas d'avoir à choisir tel ou tel indicateur pour voir, pour analyser les valeurs, mais d'avoir très vite en fait vraiment un tableau de bord avec peut-être plusieurs parties, une partie énergie, une partie climat, une partie économie, une partie biodiversité, air, déchets ou voilà, peu importe. Je reviens à ce croisement, ce croisement de thématiques pour voir en fait la situation de son territoire par rapport en fait à peut-être des valeurs de référence, des moyennes régionales ou autres, etc., ou des valeurs limites à pas dépasser, et la possibilité à terme de jouer sur certains curseurs pour dire ok, je travaille sur la rénovation de mon parc de bâtiments et je regarde comment les curseurs bougent sur mon tableau de bord. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a en tête à terme. Donc ça prendra bien sûr du temps parce que c'est pas simple à faire. Et du coup ça peut aider, je pense, la priorisation d'actions sur le territoire parce qu'en bougeant de façon graphique et quelques curseurs sur quelques leviers d'action, on voit forcément très vite le poids relatif sur les différents indicateurs et donc ça peut aider aussi à prioriser. Et pour répondre côté tête, alors il faut d'abord être conscient que on ne fait pas un scénario énergétique pour créer des emplois, mais en revanche, ça peut apporter un éclairage si on veut comparer deux scénarios qui peuvent avoir un impact similaire sur les émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, un scénario avec beaucoup de véhicules électriques, un autre avec beaucoup de vélos et de report modal. On peut avoir des effets assez divergents sur l'emploi et ça peut donner un élément parmi d'autres pour éclairer une décision. Merci beaucoup, merci à vous deux. Donc, on arrive au terme de cette conférence sur les gains et les bénéfices de la transition pour les territoires. Donc, c'était une première pour nous aussi à ICARE d'animer une conférence en mode dématérialisé. On est plus habitué aux conférences, notamment aux assises de l'énergie, pour ceux qui nous connaissent, mais on était très heureux du coup de tester ce format-là. Avant de partir, je vois que quelques personnes se sont déconnectées, mais avant de partir, donc un grand merci aux organisateurs et en particulier techniques qui ont rendu possible cette conférence. Encore une fois, à Philippe Quirion et Pierrick Alamas de s'être prêtés à l'exercice. À vous tous et toutes les participants et participantes, puisque voilà, 70 personnes là qui ont participé à cette conférence, c'est un vrai succès. Vous avez le devoir de nous donner votre avis, bon de préférence, mais vous pouvez également donner une étoile donner votre avis en mettant de 0 à 5 étoiles à cette conférence, un peu comme sur TripAdvisor. Donc n'hésitez pas. Et également en prenant un instant à la fin de la semaine, dans la semaine qui suit, afin de répondre à l'enquête qui vous sera envoyée par mail. C'est vrai que c'est important dans ces premières conférences là de réussir à collecter des perceptions des uns et des autres pour s'améliorer à l'avenir. Et avant de terminer, je voudrais faire un tout petit peu de réclame pour une autre conférence qui a lieu le 27 novembre à 11h, qui est co-animée également par ICARE et la Caisse des dépôts, portant sur les modalités de financement de la transition énergétique et qui aura lieu donc le 27 novembre à 11h. Donc on vous y attend aussi très nombreux. Donc merci à toutes et à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci, au revoir.